Un appel précoce au service de secours a lancé la recherche inquiétante d'un petit garçon. L'issue de cette histoire a bouleversé tous les concernés. Le matin du 13 octobre 2015, un opérateur dans la ville de Haddon, New Jersey, a reçu un appel du jeune homme de 22 ans, David Kriat. Le jeune homme, visiblement agité, a rapporté qu'en se réveillant, il n'avait pas trouvé son fils de 3 ans, Brandon, à la maison. David soupçonnait que le petit aurait pu ouvrir la porte de leur appartement au premier étage et quitter la maison pendant la nuit. David a alors appelé la mère de l'enfant, la jeune femme de 21 ans, Samantha Denato. En entendant la nouvelle, Samantha est sortie de chez elle sans hésiter. Pieds nus, elle est montée au volant et a conduit chez David. Elle conduisait comme dans un brouillard, incapable de comprendre comment une telle chose avait pu arriver. Après tout, Brandon n'avait jamais essayé de s'enfuir et avait même peur de l'obscurité. Samantha et David s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient encore étudiants. Peu de temps après avoir obtenu leur diplôme, Samantha est tombée enceinte et le couple a décidé de se marier. David était impatient de voir naître son premier enfant. Brandon a grandi comme un garçon joyeux et plein d'énergie. Cependant, en 2014, Samantha a découvert l'infidélité de son mari et a demandé le divorce. Malgré leur séparation, les ex-époux ont maintenu une bonne relation pour le bien de leur fils. David adorait Brandon et l'emmenait régulièrement chez lui les week-ends, se montrant un père attentionné. Le 12 octobre 2015 semblait être un jour ordinaire. Comme toujours, David est allé chercher son fils. Personne ne pouvait imaginer que quelque chose d'inattendu allait bientôt se produire. Soudain, il y eut une effervescence à la station de police. Des informations préoccupantes sur la disparition d'un garçon sont arrivées. Un groupe de recherche a été rapidement organisé. Patrouille de police, maître chien avec des chiens et volontaires locaux. Tous comprenaient que le temps jouait contre eux. Chaque minute comptait. L'enquêteur a rencontré le père du garçon, David Kriato. Il était évident que l'homme était très inquiet. Il a raconté qu'il avait vu son fils pour la dernière fois la veille au soir, lorsqu'il l'a couché. Quand David s'est réveillé vers 6 heures du matin, il a décidé d'aller voir l'enfant. En entrant dans la chambre, il a trouvé le lit vide. Après avoir fouillé l'appartement, le père a réalisé avec horreur que Brandon avait disparu. Le premier examen n'a révélé aucun signe d'effraction à la porte d'entrée. De plus, l'inspection ultérieure n'a rien trouvé d'inhabituel dans la maison. Cela a déconcerté les enquêteurs. Entre-temps, des recherches intensives ont été menées dans les environs. Une pantoufle de Brandon a été donnée au maître chien pour que le chien puisse suivre une piste. Le chien, qui avait senti l'odeur, a conduit son maître avec assurance le long de la route vers une zone boisée proche. À la lisière de la forêt, le chien a découvert un sentier à peine visible. En le suivant, ils ont descendu une colline et sont arrivés à un petit ruisseau. Le regard du maître chien s'est arrêté involontairement sur une scène troublante au bord de l'eau. Dans l'eau, on pouvait voir une silhouette immobile, identifiée avec horreur comme étant Brandon Kriat, longtemps porté disparu. La nouvelle de la fin des recherches a immédiatement attiré l'attention des journalistes locaux qui ont bientôt entouré le lieu. Les enquêteurs arrivés sur les lieux du crime ont été confrontés à une scène déconcertante. Brandon se trouvait dans une position inhabituelle dans l'eau. Il portait un pyjama et des chaussettes, mais la partie inférieure de ses vêtements était en désordre. L'œil exercé de l'enquêteur a immédiatement remarqué un détail étrange. Les chaussettes de Brandon semblaient étonnamment propres, ce qui ne correspondait en rien à l'environnement. Les circonstances dans lesquelles Brandon a été trouvé indiquaient qu'il n'avait pas pu arriver là tout seul. Le long séjour dans l'eau avait détruit de nombreuses preuves importantes,
et rien n'a été trouvé à proximité qui aurait pu aider dans l'enquête. L'espoir reposait maintenant sur les résultats de l'examen médical. Les enquêteurs étaient désormais confrontés à la tâche difficile d'informer les proches du garçon de ce qui s'était passé. La première à l'apprendre fut Samantha, la mère de Brandon. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle, elle est restée figée de peur et n'a pas pu prononcer un mot. Le père du garçon, David, a réagi de manière plus violente. Malgré son état, les enquêteurs lui ont demandé de se calmer et de raconter le dernier jour passé avec son fils. Après s'être un peu calmé, David a raconté. Avant de se coucher, il avait lu des contes à son fils, l'avait bordé et l'avait mis au lit. Dans la pièce voisine, il a entendu le garçon murmurer quelque chose pour lui-même, puis tout est devenu silencieux. Après s'être assuré que son fils s'était endormi, David a essayé d'appeler sa petite amie, qui étudiait à New York, mais sans succès. Pensant qu'elle dormait déjà, il est allé se coucher aussi. Selon Samantha Donata, Brandon avait très peur du noir et n'aurait jamais quitté la maison sans la permission de son père. Cela a conduit les enquêteurs à soupçonner que quelqu'un aurait pu pénétrer dans la maison et emmener l'enfant. À la recherche d'indices, les policiers ont interrogé les voisins et les habitants. Pendant ce temps, d'autres enquêteurs ont cherché des enregistrements de caméras de surveillance à proximité du lieu de l'incident. Ils ont réussi à trouver une caméra à environ 70 mètres du point requis. En examinant les images, les enquêteurs ont tenté de découvrir Brandon ou quelqu'un près de lui, recherchant la lumière d'une lampe de poche ou d'autres indices pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Malheureusement, l'examen de la vidéo n'a donné aucun résultat. Cependant, ce n'était pas la seule déception dans cette affaire. 3 experts différents ont examiné l'état de Brandon, mais à la surprise des enquêteurs, ils n'ont pas pu parvenir à une conclusion commune sur les circonstances exactes de l'incident. Ils ont seulement supposé que le manque d'air aurait pu être la cause. Comment cela s'est produit exactement? Personne n'a pu le dire avec certitude. De plus, malgré la position inhabituelle des vêtements de Brandon lors de sa découverte, aucun des experts n'a effectué d'enquête supplémentaire. Cette négligence des spécialistes allait jouer un rôle plus tard dans cette affaire. 10 jours après la découverte de Brandon Creat, les enquêteurs ont décidé d'examiner le téléphone du père de Brandon sans preuve physique. La police a saisi le téléphone portable de David Creat pour examiner ses messages, appels et tout ce qui pourrait aider à l'enquête. En examinant le téléphone, les enquêteurs ont remarqué que David avait appelé 10 fois sa petite amie de 17 ans, Julia Stansky, la nuit précédant la disparition de son fils. Les experts ont découvert environ 9000 messages entre eux. En lisant la correspondance, ils ont remarqué que le couple avait une relation chaleureuse, mais tout a changé après que Julia a été acceptée à l'université et a déménagé à New York. Graduellement, leur communication est devenue de plus en plus tendue. La relation entre Julia et David devenait de plus en plus tendue. Elle laissait souvent entendre qu'elle voulait mettre fin à leur relation et mentionnait d'autres prétendants. Ces messages provoquaient de vives réactions et des sentiments intenses chez David. Ce qui inquiétait particulièrement, c'était l'insatisfaction de Julia quant au temps que David passait avec Brandon et avec Samantha, la mère de l'enfant. Julia exprimait ouvertement son aversion pour les enfants et son malaise face à la présence de Brandon. Pourtant, David insistait sur le fait que son fils ferait toujours partie de sa vie. Après avoir examiné cette correspondance, les enquêteurs ont décidé de parler à Julia Stansky. Il s'est avéré qu'elle était à Aden le week-end où Brandon a eu son accident. Cependant, Julia a affirmé avoir quitté la ville le 12 octobre tôt le matin à 6h48 dans le train express pour New York. Quand on a parlé de Brandon, Julia a immédiatement admis qu'elle n'avait pas d'affection particulière pour lui. Elle a raconté qu'elle avait, dès le début, fait connaître à David sa position sur les enfants. Selon ses dires, elle réprimait ses sentiments négatifs lors des rencontres avec Brandon.
mais exprimait toujours à David ses objections quant à la nécessité de communiquer avec l'enfant. Cette attitude envers Brandon a semblé inhabituelle aux enquêteurs. Ils soupçonnaient que Julia Stansky pourrait avoir quelque chose à voir avec la disparition mystérieuse de l'enfant. Cependant, après avoir vérifié son alibi, ils étaient convaincus qu'au moment critique, elle ne pouvait pas être physiquement près de Brandon. Les enregistrements des caméras de la gare du matin du 12 octobre ont confirmé le départ de Julia, et dans la matinée du 13, le signal de son téléphone a été localisé à New York. Après que Julia Stansky a été exclue du cercle des personnes d'intérêt pour l'enquête, les enquêteurs ont décidé de vérifier toute personne ayant eu un contact avec Brandon. L'un des enquêteurs qui avait parlé à David Criato après l'incident avec son fils a remarqué quelque chose d'étrange. David ne se contentait pas de répondre aux questions, mais se précipitait aussi pour donner le plus d'informations possible de son propre chef. Sa réaction à la triste nouvelle a semblé artificielle à l'enquêteur, comme si elle avait été répétée à l'avance. Cela a incité les enquêteurs à prêter une attention particulière à David Cariata, car il était la dernière personne à avoir vu son fils. L'examen de la correspondance de David avec Julia à partir de septembre 2015 a révélé son caractère jaloux et ses soupçons d'infidélité de la part de sa petite amie. David devenait manifestement nerveux quand elle passait du temps avec d'autres étudiants. Un dialogue particulier entre David et Julia du 6 octobre 2015 a particulièrement intéressé les enquêteurs. Dans cette conversation, Julia demandait avec insistance à David de venir vendredi soir. Cependant, ses réponses étaient évasives et philosophiques, suggérant qu'on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Puis, la conversation a pris une tournure inattendue. Julia a mentionné le fils de David et a exprimé son souhait que David cesse de le voir. Les réponses de David sont devenues de plus en plus énigmatiques. Il parlait de la possibilité de changer l'avenir, mais pas le passé. La question finale de Julia était particulièrement inquiétante. Elle a demandé quand le fils disparaîtrait de la vie de David et combien de temps elle devrait attendre pour cela. L'examen ultérieur du téléphone de David Criat a montré qu'il surveillait constamment les activités de Julia sur tous ses réseaux sociaux. Le soir de la disparition de Brandon, David a découvert un message d'un camarade de classe dans le compte Snapchat de Julia. Après cela, il a essayé d'appeler Julia, mais tous ses appels sont restés sans réponse. Les enquêteurs ont décidé d'inviter David Cariat à un nouvel interrogatoire. Cette fois, avec de nouvelles informations provenant du dispositif mobile, ils se sont concentrés sur ses actions la nuit de la disparition de son fils. David a de nouveau raconté qu'il avait lu 3 contes à Brendan avant de le coucher. Après que le petit se soit endormi, il a essayé de contacter Julia, sans succès. Il a également affirmé s'être couché vers 10 heures du soir et s'être réveillé à 6 heures du matin. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait fait quelque chose pendant la nuit, David a d'abord nié. Cependant, après des questions insistantes, il a admis qu'il était très inquiet à cause du rendez-vous de Julia avec un autre homme. Il a vérifié sa page Snapchat et a vu un message d'un type inconnu. David a consulté et mis à jour son profil jusqu'à environ 1h30 du matin avant de s'endormir. Il s'avère que David Cariat n'a pas dit la vérité au départ sur ses activités la nuit de la disparition de son fils. De plus, les enquêteurs ont découvert, en examinant les photos sur le téléphone de David, une image qui a particulièrement attiré leur attention. La photo a été prise environ 2 jours avant l'incident avec Brandon, dans un endroit proche de celui où l'enfant a été retrouvé plus tard dans un état préoccupant. Les enquêteurs ont également découvert que David considérait cet endroit comme spécial, doté d'une certaine énergie. Il y était souvent seul, ou avec sa petite amie Julia. Les enquêteurs sentaient donc que quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Lorsque David Criato a réalisé qu'il était considéré comme un participant potentiel dans la disparition de son fils, il a contacté un avocat. Cela a compliqué le travail des forces de l'ordre, car il ne pouvait plus communiquer directement avec David,
ni clarifier les détails de cette soirée fatidique et des dernières heures de la vie de Brandon Criato. Le 11 janvier 2016, la police a arrêté David Criato sur la base de données obtenues à partir d'un appareil mobile. Lors de l'arrestation, il était resté impassible, n'a pas résisté et a été monté en silence dans la voiture de police. Au poste de police, il a été inculpé en lien avec la disparition de son fils Brandon. Selon l'accusation, David a appris tard dans la soirée du 12 octobre 2015 que sa petite amie Julia avait un rendez-vous avec un autre homme. Submergé par la jalousie et le désespoir, il aurait peut-être décidé que se débarrasser de son fils, comme Julia le souhaitait, pourrait sauver leur relation. Ensuite, selon les enquêteurs, David a emmené Brandon dans un endroit qu'il considérait comme spécial et où il allait souvent avec Julia. Il a laissé son fils près d'un ruisseau et est rentré tranquillement chez lui. Le matin, David a appelé les services de secours pour signaler la disparition de Brandon afin de détourner les soupçons de lui-même. Au début de l'année 2016, un long procès a commencé en lien avec la mystérieuse disparition de Brandon. Julia, qui venait d'avoir 17 ans, a témoigné dans cette affaire sans être soupçonnée. Cependant, l'enquête a rencontré des difficultés importantes. L'absence de preuves directes, de traces génétiques et de témoins oculaires, ainsi que les résultats ambigus des expertises médicales, ont conduit à ce que le jury ne puisse pas parvenir à un verdict unanime. En conséquence, une nouvelle audience a été programmée. Ce tournant des événements a surpris les enquêteurs et les proches de Brandon. Tout le monde comprenait que si, lors du second procès, le jury doutait encore de l'implication de David, il pourrait être entièrement acquitté et libéré. Le nouveau procès était prévu pour début juillet de la même année. Cependant, peu avant la date prévue, David a soudainement proposé de conclure un accord de culpabilité. Dans sa déclaration officielle, il a seulement admis avoir créé une situation où son enfant ne pouvait pas respirer, sans révéler plus de détails ni les raisons de cet incident. Selon l'accord conclu, David Criato a été condamné à 10 ans de prison pour négligence aggravée au lieu des 30 ans initialement encourus. Cela lui a également donné la possibilité d'une libération anticipée après 8 ans. Les proches de David Criato sont toujours convaincus de son innocence. Ils affirment qu'il a accepté l'accord de culpabilité uniquement pour éviter un nouveau procès. Samantha Denata, la mère de Brandon, ne peut toujours pas surmonter la perte. Elle visite souvent l'endroit où son fils a été trouvé dans un état critique. Les habitants ont installé un banc avec une plaque commémorative en l'honneur de Brandon. Assise là, Samantha se souvient de son enfant et réfléchit à la manière dont une personne qu'elle connaissait depuis de nombreuses années a pu commettre un acte aussi terrible qui lui a causé tant de chagrin.